Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission Cap Enfance Positive. Cap Enfance Positive est une émission initiée par un consortium de 12 ONG. Ce soir, nous recevons l'ONG Educo, qui est une fondation pour la coopération et l'éducation, et ses partenaires sur le plateau. Nous allons aborder le thème du travail des enfants sur les sites d'orpaillage et les alternatives à la protection des enfants sur ces sites. Sans plus tarder, nous allons accueillir nos invités pour débattre du sujet. Nous accueillons Monsieur Gansonré Bruno, qui est à ma gauche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la direction générale de la famille et de l'enfance. Vous venez du ministère de la Femme et de la Solidarité nationale, Famille et Action humanitaire. C'est bien cela? Exact. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi M. Koulibaly Antoine de la direction de la lutte contre le travail des enfants de la fonction publique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Merci. Nous avons Madame Kaboré Diane, qui est au service protection des enfants du ministère de la Jeunesse et de l'entrepreneuriat des jeunes. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Merci également à vous. Merci. Nous recevons Monsieur Noumou Dissan. C'est bien cela? Je ne me suis pas trompée. Exactement. Vous êtes maire de Houndé et député. C'est ça. Merci d'être avec nous. Merci, vous représentez ce soir l'association des municipalités du Burkina. C'est exact. Très bien. Et nous avons aussi M. Traoré Salofou, si je ne me trompe pas, c'est bien cela? C'est bien ça. Merci d'être avec nous. Merci à vous également. Vous êtes, directeur général de l'ANEMAS, qui veut dire Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées. C'est bien ça. Merci. Nous terminons par M. Ouedraogo Aimé, qui est le coordinateur des programmes d'Educo. C'est bien ça, madame. Merci d'être avec nous. Merci également. Sans plus tarder, pour bien comprendre le sujet, nous allons regarder un documentaire qui nous est proposé par la Fondation Educo. Je suis avec ceux qui croient que manger ça fait un rêve, ceux qui disent que le monde est injuste. Je demeure parmi ceux. Je me nomme Razmata Ouedraogo. Je viens de Sissa Barango. Nous travaillons ici juste pour avoir de quoi se nourrir et survivre. Sinon, ce que nous gagnons ne peut pas résoudre un grand problème. Je me nomme M. Ouedraogo Ousmane. J'ai 17 ans. J'ai quitté l'école parce que mes parents n'ont pas d'argent pour me soutenir. Ici, c'est là où nous on gagne et on vend ça pour avoir un peu d'argent. L'argent que je gagne ici, c'est pour acheter des aliments, des nourritures pour mes parents. Je m'appelle Adama Sawadougou et je viens de Sissa Baragongo. J'ai 17 ans. Les problèmes qui m'ont amené dans ce site, c'est le manque de vie. S'occuper d'un enfant dans ces conditions n'est pas du tout facile. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Les enfants peuvent tomber parfois dans les pluies sans que nous nous en rendons compte. Mais comme nous n'avons pas le choix, nous faisons avec. Il y a beaucoup de difficultés ici parce que dans les machines, on peut avoir souvent des accidents causés par les machines. Il y a des boules qui sont dans les machines, parfois ça saute. Si ça te gagne aussi, ça peut te blesser. Je suis Korgo Issa. J'étais un orpailleur, mais Educo est venu voir nos parents et nous faire former en mécanique pendant 6 mois. Il nous a amenés en ville et je travaille. Je suis avec mon patron
et c'est vraiment très intéressant. Je suis Korogo Soumaïla, j'étais dans les sites miniers. Educo est venu nous chercher et nous a donné l'opportunité d'apprendre un métier. Grâce à Educo, nous avons bénéficié d'une formation en mécanique. La formation a duré 6 mois. Aujourd'hui, je travaille avec mon patron. Ça se passe bien et je ne cesse de dire merci à Educo. Le message que j'ai pour ceux qui sont dans les sites d'orpaillage, c'est de trouver un emploi, quel qu'en soit l'emploi, qui pourrait leur garantir un bon avenir. Il y a trop de problèmes dans les sites miniers. Entrer dans un puits est extrêmement risqué. Tu peux même entrer et ne jamais ressortir. Les puits sont très dangereux. Ils détruisent des vies. Ils rendent fous et même très égoïstes. Le message que j'ai pour mes frères qui sont dans les sites d'orpaillage, c'est d'arrêter et refuser les propositions de ceux qui viennent leur proposer ce type de boulot. Nous avons vu beaucoup de personnes qui ont accepté, mais aujourd'hui, ils ne sont pas bien. D'autres même sont morts. Je demande au gouvernement, les leaders d'Educo, de repêcher ceux qui sont dans les sites miniers. Le gouvernement doit empêcher les jeunes d'aller dans les sites d'orpaillage et leur trouver des emplois. Voilà, nous venons de voir un documentaire qui nous est plutôt proposé par Educo. Et la première question vous revient, Monsieur Ouedraogo. Pourquoi avoir choisi justement de travailler sur les enfants qui sont sur ces sites d'orpaillage? Merci beaucoup, madame. Et merci également pour la présentation d'Educo, sur laquelle je vais revenir. Oui, allez-y. Voilà, Educo, c'est une ONG, une fondation, comme vous l'avez dit, d'éducation et de coopération, voilà, et d'action humanitaire. Voilà, nous travaillons pour réaliser un monde où tous les enfants jouissent pleinement de leurs droits et vivent en toute dignité. Super. Avec cette vision, la problématique du travail des enfants ne pouvait qu'être au centre de nos interventions. Et en tant qu'ONG de développement et d'action humanitaire, les priorités nationales sont aussi les priorités de nos interventions. Donc le travail des enfants sur les sites, le travail des enfants de manière générale fait partie des 3 premières problématiques de protection au Burkina. Donc voilà pourquoi dans notre zone d'intervention, nous nous sommes orientés vers la recherche d'alternatives pour une meilleure protection de ces enfants. D'accord. Monsieur Traoré Saloufou, vous qui êtes le directeur général de l'ANEMA, je rappelle que l'ANEMA, c'est l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Alors, avant que ces grandes sociétés qui viennent de l'extérieur puissent s'implanter, je pense qu'ils viennent avec des cahiers de charges pour pouvoir travailler. Est-ce que vous leur demandez de ne pas employer les enfants ou ils profitent du fait qu'il n'y ait pas de contrôle pour prendre des enfants? Merci madame. Je pense qu'il faut effectivement au niveau de l'exploitation minière dissocier deux entités. Vous avez l'exploitation minière artisanale, que les gens appellent communément donc orpaillage, et l'exploitation minière industrielle. Donc c'est au niveau donc de l'industrie que vous avez effectivement les sociétés venant donc de l'extérieur qui viennent s'implanter pour l'exploitation donc des gisements. Ce dont il est question cet après-midi donc c'est l'exploitation minière artisanale qui pour la plupart sont effectuées donc par des nationaux avec quelquefois donc des personnes venant donc des pays limitrophes, mais essentiellement c'est vraiment des Burkinabés qui sont donc au cœur donc de cette exploitation. Donc à ce niveau-là, il faut dire qu'il y a quand même un texte qui régit donc cette exploitation et parmi donc ces textes-là, il y a effectivement l'interdiction donc du travail des enfants sur ces sites d'exploitation artisanale, qui est d'ailleurs l'une des missions essentielles également donc de l'ANEMAS, qui doit combattre donc le travail des enfants sur les sites d'exploitation artisanale. D'accord. Donc vous avez un service de contrôle pour voir
s'il y a des enfants qui y travaillent. Oui, parce que l'ANEMA, il faut dire que c'est une association publique de l'État qui relève donc du ministère des Mines et des Carrières et qui a pour mission essentielle donc l'encadrement et la surveillance de l'exploitation minière artisanale et semi-mécanisée. Et nous avons pour vocation donc de créer donc des bureaux d'encadrement à travers tout le pays pour pouvoir encadrer, donc avoir donc un encadrement de proximité de ces sites d'exploitation artisanale, et ce qui va nous permettre donc de pouvoir filtrer donc l'accès donc de ces enfants-là sur ces sites. Évidemment, il faut dire que c'est pas assez facile, parce qu'il faut dire que l'ANEMA a été créée en novembre 2015. Nous avons commencé à fonctionner réellement depuis 2018, et l'exploitation minière artisanale date depuis le 15e siècle. Oui, donc c'est assez vieux. Voilà. Oui, assez vieux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des pratiques qui sont là, qui se sont développées, et il ne faut pas penser que peut-être c'est en une année ou en 2 ans qu'on va pouvoir donc éradiquer cette question. D'accord, merci. Monsieur Noumou, vous qui êtes le maire d'Houndé, à Houndé, est-ce que vous avez un site d'orpaillage? Merci, madame. Je pense qu'à Houndé, il y a suffisamment de sites d'orpaillage. Bon, depuis 2018, les sites d'orpaillage commencent à disparaître. Depuis 2018. Alors, dû à quoi? Dû à la présence des sociétés minières industrielles qui ont, pour certains, demandé aux orpailleurs de s'en aller parce qu'ils sont sur leur permis. Ce qui fait que de plus en plus, les sites d'orpaillage sont en train de disparaître et peut-être probablement même vont disparaître totalement. Donc du coup, le travail va être mieux régulé, donc pas d'enfants? Oui, le travail va être mieux régulé parce que les sociétés minières industrielles n'emploient pas des enfants. Donc je pense que d'ici là, le phénomène sera négligé. Mais n'oubliez pas qu'au-delà des sites d'orpaillage que nous connaissons parfois, il y a des sites d'orpaillage clandestins qui s'installent et puis ça fait des familles, des enfants à côté. Et du coup, ce serait difficile d'éradiquer le phénomène totalement. Mais avec la présence des sociétés minières, ça va réduire un peu ces sites d'orpaillage que nous connaissons. D'accord, on va y revenir au niveau de la mairie d'Houndé. Madame Kaboré, vous qui êtes du service protection des jeunes, qu'est-ce qu'on entend par jeunes? Les jeunes, c'est de quel âge à quel âge? Merci pour la question. Et pour le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, et jeunes, et toute personne ayant l'âge compris entre 15 et 35 ans. Ok, 15 et 35 ans. Oui. Et là, on a vu, c'est des jeunes de 17 ans, la grande majorité 17 ans, voire jusqu'à 35 ans d'ailleurs, donc si on cherche bien. Si vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord qu'ils travaillent dans ces sites d'orpaillage. Oui, effectivement. Alors, pourquoi? Et comme on l'a vu dans le documentaire, il y a des risques pour les jeunes. Il a cité les cas d'accident. Exact. Et également, ce qu'on peut citer, il y a des cas d'addiction. Parce que généralement, pour rentrer dans ces trous, les jeunes utilisent souvent des amphétamines pour pouvoir briser la peur. Parce que les trous, comme il a dit, ça peut rendre fou. C'est pas si facile que ça. Et également, il n'y a pas que les jeunes, il y a des jeunes filles aussi qui se retrouvent là-bas. Il y a la prostitution, donc il y a les cas de santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes qui se posent. Donc tout ça fait que le ministère de la Jeunesse ne peut pas rester en dehors de ça parce que c'est la santé des jeunes qui est en jeu. Qui est en jeu. Oui. D'accord. De toute façon, on va s'étaler sur ça tout à l'heure. Monsieur Gansonré, vous êtes de la direction de la lutte contre la violence faite aux enfants. Alors, nous, on voit peut-être de l'extérieur, comme Madame a dit, plus les accidents, les risques, mais quelle violence il peut y avoir au niveau des sites d'orpaillage? Alors, merci bien, Madame, et merci au consortium qui nous donne l'occasion aujourd'hui d'échanger autour d'un thème assez préoccupant au niveau de notre pays. Alors maintenant, la direction, c'est la direction de la protection, direction générale de la famille et de l'enfant, parce qu'il n'y a pas longtemps, l'organigramme du ministère a changé. Donc la dénomination a changé aussi. Ok. Donc il faut se dire que le travail dans les sites d'orpaillage présente beaucoup de dangers pour les enfants. Ce n'est pas la place d'un enfant, un site d'orpaillage. C'est pour dire que, comme elle a dit et comme on a vu dans le documentaire, tout
les activités qui sont menées sur les sites d'orpaillage présentent assez de dangers pour les enfants, les blessures, il y a la prostitution, et voilà qu'on a parlé de la déscolarisation. Alors donc c'est assez de problèmes pour les enfants, d'où il faut vraiment le faire partir des sites. D'accord, donc vous êtes là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas... d'enfants sur les sites. Voilà. Et d'ailleurs, même dans le reportage, on a vu la dame avec son bébé qui dit que des fois, je pense que quand elles sont concentrées à chercher ou à fouiller quelque chose, l'enfant peut se balader comme dans une cour et tomber dans les trous. C'est bien cela? Donc... Exact. Oui, à ce niveau, il y a eu quand même des actions pour essayer... de prendre en charge ces enfants qui sont avec les mères sur les sites d'orpaillage. Alors comme les centres d'éveil à proximité des sites, qu'on appelle les centres d'éveil communautaires, qu'on appelle les bisongos, parce qu'on ne peut pas empêcher toutes les mères d'aller sur les sites. Voilà. Mais maintenant, empêcher quand même les enfants d'être avec les mères sur les sites. Et autour des sites, on a souvent installé ce qu'on appelle les bisongos, qui est un centre d'éveil communautaire pour les enfants. Et géré par la mairie, c'est bien cela? Ou peut-être monsieur? Oui, c'est ce que je sais dans ma commune, c'est les espaces amis des enfants, qui a été une expérience mise en œuvre par une ONG qui a aussi réussi quand les sites d'orpaillage existaient bien avant. Bon, mais ce qu'il faut retenir, c'est que en dehors aussi de ces aspects, espaces amis pour enfants, il serait difficile quand même de penser que ça peut suffire pour empêcher les enfants d'être... Dès que c'est à côté du site d'orpaillage, à des moments, je dirais des moments où il n'y a pas de suivi, les enfants peuvent se retrouver exactement là où on ne voudrait pas. D'accord. Monsieur Koulibaly Antoine, de la direction de la lutte contre le travail des enfants, de la fonction publique. Alors, qu'est-ce que la fonction publique a à voir là-dedans, même si c'est la lutte contre... Je pensais que c'est dans un cadre autre que dans ce cadre-là. Ok, merci beaucoup pour la question. Effectivement, c'est avec la fusion des deux ministères que vous voyez que nous sommes sous la coupe de la fonction publique qu'on met souvent en avant. Sinon, effectivement, nous relevons du ministère en charge du travail. Donc, c'est le ministère de la fonction publique, travail et de la protection sociale. Donc, c'est une direction qui relève en fait de section travail. Voilà. Donc, la question du travail des enfants fait partie des prérogatives de ce ministère-là. C'est régulier à ce niveau. Donc, c'est ce ministère qui est chargé en fait d'une certaine coordination et de la lutte contre le travail des enfants sur les sites. Donc, ce sont des enfants travailleurs qui sont sur les sites et qui sont normalement régis par le Code du travail qui interdit la présence des enfants, qui interdit le travail des enfants sur les sites d'orpaillage. Tous les travaux qui sont effectués sur ces sites-là sont considérés comme dangereux pour les enfants. Voilà. Donc, on parle du travail des enfants, peut-être qu'il faut recadrer un peu, parce que c'est un thème pris comme ça peut, qu'on l'entend souvent, ça cause peut-être problème. Ceux qui font la sensibilisation en savent quelque chose. Donc, on parle du travail des enfants, ce n'est pas tout enfant qui effectue une tâche quelconque. C'est un enfant qui se trouve dans une situation de travail qui représente un danger pour sa santé, qui représente un danger pour sa scolarité, et qui lui est préjudiciable. C'est en ce moment qu'on parle du travail des enfants. Sinon, les travaux qui permettent à l'enfant d'apprendre à devenir quelqu'un, comme on appelle le travail socialisant, ne sont pas combattus, ne sont pas considérés comme travail des enfants. D'accord. Ou même dans les... il y a le travail en alternation, ça aussi, études et travail, ça, ce n'est pas des travails qui empêchent l'enfant d'évoluer. Bon, ça dépend. Cadre. Ça dépend du cadre dans lequel on se trouve. Si on est par exemple en période de vacances actuellement, il y a des travaux qui ne nuisent pas forcément à la santé de l'enfant, qui peut peut-être faire pour apprendre des petites choses, accompagner les parents au champ, peut-être être à côté de la maman qui ne sont pas très dangereux pour lui, mais c'est pas, par exemple, trouver des enfants en plein milieu de circulation. Là, vous voyez que le cadre est déjà dangereux pour l'enfant. Et là, c'est considéré comme dangereux et donc c'est interdit. Voilà, donc, sur ces sites d'orpaillage, on a les collègues inspecteurs du travail qui font des contrôles et nous sommes au courant de la situation. Donc, chaque année, nous faisons des contrôles, essayons de sensibiliser les parents, les employeurs, les propriétaires de sites d'orpaillage. Comme disait aussi M. Dissan, effectivement, il faut différencier vraiment, quand on parle de travail d'enfants, il faut différencier les sociétés industrielles d'extraction
qui n'emploient pas les enfants. Et c'est sur effectivement les sites d'exploitation artisanale que l'on retrouve les enfants. D'accord. Alors, ces sites d'exploitation artisanale, M. Traoré l'a dit, ça existe depuis des siècles et ça n'a pas commencé aujourd'hui. On sait qu'il y a les enfants, on sait qu'il y a des mères avec leurs petits qui viennent parce qu'elles veulent bien sûr un emploi. Et le problème ne date pas d'aujourd'hui, pardon. On va parler des alternatives parce qu'on sait que le problème existe, on sait que vous luttez contre ça. Maintenant, comment arriver à ce que les enfants n'aillent pas sur ces sites-là? Comme disait un jeune, il a été obligé de quitter l'école parce que ses parents n'avaient pas l'argent pour continuer à payer sa scolarité. Donc du coup, pour subvenir aux besoins de la famille, il a dû accepter facilement d'aller travailler là-dedans. Alors moi, ce que je veux poser comme question à Educo, on a entendu parler des différentes alternatives que vous avez proposées, des formations en mécanique. Il y a 2 jeunes qu'on a vus qui en ont parlé. Alors, comment vous faites pour convaincre ces jeunes de sortir de là? Parce que je pense qu'ils gagnent beaucoup mieux, je pense, entre guillemets, que de dire je vais encore en formation et puis je vais apprendre peut-être un métier qui pas forcément ne va me plaire. Donc, du coup, comment vous faites pour arriver à convaincre ces jeunes? Je voulais d'abord peut-être rectifier un peu parce que ce n'est pas évident qu'ils gagnent mieux. Okay. Nous, notre étude de base sur les sites ont révélé que les enfants gagnent en moyenne 18 000 francs par mois. 18 000 francs par mois en cherchant l'or? Oui, donc du coup, c'est pour dire qu'ici, c'est beaucoup plus fondé sur l'espoir de gagner que le gain lui-même. Exactement. Voilà. Et comment nous procédons? Il faut dire que, comme on vient de le voir, c'est un problème un peu complexe. Et pour trouver les alternatives, il faut aller voir les causes. Okay. Voilà, qu'est-ce qui fait que les enfants partent là-bas? De nos enquêtes réalisées sur les sites, principalement, ils ont évoqué le fait qu'ils partent pour chercher l'argent, pour assurer leurs besoins de base. Et là, c'est la question de santé, c'est la question même de nourriture. Exact. Ensuite, il y a d'autres qui évoquent la situation où ils partent pour chercher l'or, pour accompagner leur famille, leurs parents, qui sont certainement dans le dénuement total. Et ensuite, il y a ceux qui évoquent le fait qu'ils partent pour chercher l'argent pour payer leur scolarité. Okay. Voilà. Et en 5e position, il y a beaucoup ceux qui partent, et ils sont autour de 6%, pour chercher de l'argent afin de s'offrir une formation. Voilà, c'est ceux qui s'inscrivent dans la perspective. Et vous voyez que c'est les moins nombreux d'ailleurs. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est des questions de survie et de possibilité de pouvoir rester à l'école. Voilà. Donc, quand on vient à ces enfants pour proposer des alternatives, il faut nécessairement trouver des formules pour réduire au maximum leur vulnérabilité. Et nous, en termes de démarche, on a beaucoup impliqué les communautés sur les sites. Okay. Donc, ça passe d'abord par la sensibilisation, que ce soit les enfants eux-mêmes, que ce soit les parents ou les adultes qui sont sur les sites. Il faut qu'ils prennent conscience que les sites, ce n'est pas le lieu où l'enfant peut réellement avoir un avenir. C'est par là que beaucoup d'enfants prennent conscience qu'il y a d'autres alternatives pour pouvoir quitter, qui sont les formations professionnelles, qui sont le fait qu'il faut repartir à l'école. Et c'est là que nous procédons maintenant par, je ne dirais pas de négociation sociale, mais une argumentation pour les convaincre à accepter, repartir à l'école ou accepter, repartir en formation professionnelle avec l'accompagnement de leurs parents. Okay. Voilà. Donc ceux qui ont pu accepter, c'est ceux que vous avez vus dans le film et qui ont bénéficié de la formation professionnelle. D'accord. Madame Kaboré, ça me fait penser que il a dit un point qui est important, ça veut dire que ces jeunes, partout dans les coins les plus reculés du Burkina, ne savent pas qu'ils ont d'autres alternatives ou que l'État les offre des formations pour pouvoir s'en sortir, que de prendre le premier boulot qui vient juste pour nourrir. Parce que vous êtes au ministère de la Jeunesse et de l'Entrepreneuriat des jeunes. Alors, comment vous arrivez à aller vers ces jeunes-là pour leur dire qu'il y a autre chose que ça? Ok, merci. Et ce que nous faisons, c'est des sensibilisations sur ces sites d'orpaillage, des sensibilisations sur les opportunités que le ministère de la Jeunesse leur offre en matière d'emploi, en matière d'insertion professionnelle, en matière de formation professionnelle. Et en plus de cela, nous faisons également des sensibilisations sur les conduites addictives, sur la santé sexuelle et la reproduction.
Et bon, c'est ce que nous faisons concrètement, les sensibilisations. Est-ce que vous arrivez à toucher tout le Burkina? Et comme il y a les directions régionales, voilà, et dans les 13 régions, nous avons les directions régionales et nous avons également des directions provinciales. Donc, dans chaque localité, s'il y a un site d'orpaillage, s'il y a une direction régionale qui est le chef-lieu, et ils font la sensibilisation. Si c'est une direction provinciale également, ils font la sensibilisation. Mais il faut dire que nous, c'est surtout avec les partenaires comme Educo, Plan Burkina, Fonds Enfance. Quand ils font sortir les jeunes et ils les mettent, comme ils l'ont dit, en formation professionnelle dans les centres de formation professionnelle de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Voilà, donc c'est là-bas, on les reçoit pour la formation. Et à l'issue de la formation, ils sont dotés en kit pour l'insertion professionnelle. D'accord. Voilà. Okay. Alors, ça me fait penser que nos chers téléspectateurs qui nous regardent, par exemple, on a un monsieur qui est à Ouagadougou, qui sait qu'il a un cousin qui est dans telle contrée du Burkina, qui est dans l'orpaillage. Comment, lui, il peut dire à ce jeune homme, ah tiens, j'ai regardé l'émission Cap Enfance Positive, je te conseille d'aller à tel endroit, parce que, en fait, c'est les lieux que les jeunes ne connaissent pas, que même les téléspectateurs qui nous regardent ne savent pas, ils savent plus à Ouagadougou qu'à l'extérieur. Donc dites-nous, pour ce monsieur ou cette dame qui va nous écouter, comment il peut conseiller le jeune à aller vers quel service exactement? Et si le monsieur ou la dame à question se trouve dans une province, il y a une direction provinciale de Donc, la à la direction provinciale. Voilà, à la direction provinciale, ce monsieur ou cette dame peut avoir des informations pour son inscription dans un centre de formation professionnelle. S'il se trouve dans une région, chef-lieu de province, il peut aller à la direction régionale pour avoir également des informations. Il y a également les directions régionales de l'ANPE. Également, ça c'est régional, il n'y a pas provincial pour le moment, c'est régional. Il y a provincial, mais ce n'est pas dans toutes les provinces que ça se trouve. Il y a des directions provinciales. Donc, dans ces lieux, ces jeunes peuvent avoir des informations, non seulement sur les opportunités qui leur sont offertes, mais également sur les filières, avoir des informations sur les filières et pouvoir s'inscrire pour la formation. D'accord. Monsieur Traoré, l'Agence nationale de l'engagement de l'exploitation minière, artisanale et semi-mécanisée, est-ce que au niveau de votre agence, on peut venir voir des offres d'emploi ou aussi est-ce que tout ce qui est les sites artisanaux, comment on fait, comment vous arrivez à les contrôler déjà? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire au niveau de votre agence? Comment ça se passe? Ok, il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons quand même plus de 800 sites d'exploitation artisanale fonctionnels. Je parle des sites majeurs. Et vous comprenez que sur tous ces sites, évidemment, on peut avoir donc la présence donc, des enfants. Et au niveau donc des enfants également, il faut distinguer en fait les enfants qui viennent donc d'ailleurs sur les sites et les enfants qui sont nés même sur les sites. Parce que vous avez de vieux sites qui datent de plus de 20 ans où en fait ces sites sont devenus des villages. Donc ces enfants-là, quand vous parlez, ils sont dans leur village, donc ils ne comprennent pas trop pourquoi on veut leur faire sortir en fait donc de leur milieu donc de vie. Au niveau de la démarche, il faut dire que d'abord sur le plan réglementaire, on a institué ce qu'on appelle donc la carte d'artisan minier. La carte d'artisan minier est délivrée donc aux personnes majeures. Donc c'est dit qu'il faut avoir au moins 18 ans pour pouvoir bénéficier donc de la carte d'artisan minier. Et cette carte vous donne la possibilité donc d'accéder aux zones d'extraction du minerai et aux zones de traitement. Et la troisième zone, c'est la zone donc d'habitation et d'activités diverses. Donc là où effectivement les femmes peuvent être avec leurs enfants. À ce niveau-là, il n'y a pas d'interdiction effectivement que les enfants s'y trouvent. Là où on ne veut pas qu'il y ait des enfants, c'est au niveau donc des fosses et au niveau des sites de traitement. Voilà. Donc l'institution donc de cette carte va permettre donc de filtrer déjà l'accès des enfants à ce niveau-là. Et secondo, on a organisé effectivement ces trois zones-là pour faire en sorte que la zone d'habitation ne soit pas à proximité donc, de ces deux premières zones, pour qu'il y ait vraiment une distinction claire et nette entre les deux premières zones et la zone d'habitation. Parce que lorsque, par exemple, les gens partent sur des sites d'orpaillage pour faire des reportages, ils arrivent, ils voient des enfants partout et ils disent qu'il y a la présence des enfants. Alors que les enfants peuvent être dans la zone d'habitation et ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc, au niveau donc, de la démarche,
c'est effectivement, comme Mme Kaboré vient de le dire tout à l'heure, c'est effectivement d'abord une sensibilisation qui est menée, et ensuite faire respecter justement cette disposition réglementaire, parce que ça, c'est un texte qui le prévoit et qui interdit donc l'accès donc, des enfants aux 2 premières zones, c'est-à-dire d'extraction et de traitement. Donc, du coup, si on arrive à filtrer effectivement l'accès de ces enfants-là au niveau de ces 2 zones, nous pensons que ça fera déjà un gros pas. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'actuellement, nous travaillons à responsabiliser donc soit les coopératives ou des personnes physiques pour être gestionnaires donc, des sites d'exploitation artisanale. Comme je l'ai dit, on a plus de 800 sites. Si on arrive à faire en sorte que sur chaque site, on a un répondant, cette personne-là répondra donc, de l'application donc, de cette mesure. Donc, du coup, ça va nous permettre déjà de faire un gros pas vers donc, le retrait donc, des enfants sur les sites. Non, mais ce répondant, c'est vous qui le nommez ou c'est vous qui allez voir, par exemple, le responsable du site et puis qui va nommer telle personne pour être le représentant ou pas Non, ce que nous favorisons, c'est vraiment les coopératives. Okay. Voilà, on souhaite que les artisans miniers s'organisent en coopérative pour prendre eux-mêmes la gestion donc, du site. Mais évidemment, lorsqu'on n'arrive pas à mettre en place une coopérative, nous confier donc la gestion donc, à quelqu'un qui s'y connaît et qui a également la capacité donc, de gérer le site. D'accord. Voilà. Ok, très bien. On va revenir au niveau de la mairie de Houndé. Vous avez plusieurs sites d'orpaillage, vous m'avez dit. Nous, on entend à la télévision, on entend partout quand les grandes structures viennent s'installer au Burkina justement pour extraire l'or. Il y a un versement de fonds pour aider la population. Ce versement, je veux que vous nous expliquiez à quoi il sert et comment vous l'utilisez, vous, à Houndé. Merci, madame. Une question vraiment très pertinente et d'actualité. Parce que les sociétés industrielles, comme on peut les appeler, ont à leur charge le paiement d'un fonds. C'est un fonds emblématique, bien qu'il y ait d'autres fonds, mais on va parler spécifiquement du fonds qui est en tout cas destiné aux collectivités. C'est le Fonds minier de développement local qui a été institué par le Code minier de 2015 et qui, actuellement même est en souffrance pour sa mise en œuvre parce que jusqu'à présent, il n'est pas réellement opérationnel. Ce fonds de développement local est constitué par 1% du chiffre d'affaires des sociétés minières, 1% du chiffre d'affaires mensuel qu'on peut calculer donc trimestriellement, semestriellement ou annuellement pour que ça puisse être reversé au fonds. Et aussi 20% des redevances proportionnelles collectées par l'État. Donc c'est ces 2 apports qui constituent le fonds et qui est réparti au sein des collectivités pour les investissements dans les domaines sociaux de base, à savoir l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement. Voilà un peu comment ça se passe. Et du coup, je disais tantôt que ça connaît une souffrance parce que depuis 2015, le fonds n'est pas encore opérationnel. C'est vrai qu'il y a eu un premier partage théorique, mais il y a quand même toujours des tiraillements entre le paiement par les sociétés minières et ainsi de suite. Les sociétés minières demandent quelques garanties et le gouvernement est dans des négociations qui ont presque abouti pour que chacun se mette dans la dynamique pour le paiement du fonds. Mais le point chaud actuellement, c'est parce que lorsqu'on est arrivé à l'accord de paiement du fonds, alors les sociétés minières ont demandé au gouvernement la déduction donc, des investissements préalablement faits entre 2017 et 2019 qui est en cours. Il se trouve que pour certains, comme la société civile et autres, les gens pensent que ces investissements relèvent donc de la responsabilité sociale des entreprises et que par conséquent, c'est des points d'achoppement. Bien que le gouvernement ait accordé ce principe, le principe est accordé et va bientôt en tout cas s'appliquer. Et on attend maintenant de voir quelle sera la réaction des sociétés minières pour le paiement. Comme aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. Mais néanmoins, je dois aussi souligner ce que les collectivités rencontrent. Lorsque ce n'est pas les sociétés minières et que c'est des sites d'orpaillage artisanaux, alors nous aussi, on a des taxes que nous collectons. Parce que auprès des artisans miniers, si on peut les appeler ainsi, parce que chaque trou qui est fait, moi dans ma commune, et nous avons pris une délibération pour prendre avec celui qui fait le trou 30 000 francs. Chaque trou, 30 000 francs? Bien sûr. Par l'année? Oui. Ah, okay. Voilà, c'est collecté annuellement, sinon ils ne pourront pas supporter la charge. Donc il y a une certaine somme quand même qui est récupérée. Le montant est fixé en fonction de la collectivité.
Voilà, vous pouvez fixer le montant qui vous convient. Et nous aussi, en tant que collectivité, on avait une manière d'organiser les sites d'orpaillage de telle sorte que ça puisse bien fonctionner. Mais nous ne prenions pas trop en compte les aspects de travail des enfants parce que, bon, ce n'est pas de notre ressort. Nous n'en avons même pas les compétences parce que les collectivités, comme vous le savez, ne sont pas très nantis en ressources humaines. Néanmoins, quand des partenaires comme Educo ou Terre des Hommes nous approchent, nous accompagnons la mise en œuvre d'un programme qui permet quand même de sauver certains enfants qui sont sur les sites. Mais ces enfants, c'est des enfants de votre commune? Non, pas forcément. Il y a des enfants de la commune, mais il y a des enfants venant d'ailleurs. Oui. Il y a des enfants même qui sont nés directement sur le site. Moi, il y a des sites dans ma commune qui ont plus de 20 ans. Depuis 1997 qu'on a vu les premiers orpailleurs qui ont commencé à faire des trous au niveau de Houndé. Bon, aujourd'hui, il y a des enfants qui, finalement, après l'orpaillage, se sont en tout cas investis dans d'autres domaines et qui évoluent un peu dans ce sens. Peut-être que par la suite, moi, je proposerai les alternatives au travail des enfants sur les sites, si on en arrive là. Oui, alors on y est. Vous, par exemple, dans votre commune, puisque si vous n'avez pas ce fonds-là, nous tous, je pense qu'il y a, si je ne me trompe pas, l'année dernière, où je ne sais plus c'est quelle ville ou quelle commune qui a dû manifester justement parce qu'ils n'avaient pas reçu ces fonds-là, où ils ne voyaient pas en fait réellement comment ça se passait. Alors vous, on va oublier ça, le fonds il existe, vous avez un problème pour récupérer cet argent, la population dit que ce n'est pas normal parce que ce fonds-là devrait vous aider justement à installer des écoles pour que ces enfants ne se retrouvent pas là-bas, des hôpitaux et autres pour leur santé, puisque les produits qu'ils utilisent nuisent à leur santé. Donc tout ça devait aider justement votre commune à mettre tous ces centres-là en place. Bon, quelles alternatives vous proposez dans votre commune? Je dirais que le problème est plus profond que ce plateau. Parce que d'abord, il faut reconnaître qu'au niveau global, il faut la collaboration. De tout un chacun. Si vous avez constaté, vous avez donné la parole au ministère de la Jeunesse, à l'ANEMAS, personne n'a parlé de leur appui sur les collectivités. Ah, aussi, ça, c'est déjà un premier aspect. Ben, c'est l'occasion, au niveau global, il faut une collaboration. Parce que la collectivité constitue l'entité administrative de base. Donc, il faut un appui sur la collectivité. Mais je peux vous assurer qu'il arrive des fois qu'on se rende compte d'interventions qui sont là, mais les collectivités n'y sont pas informées. Mais je reviens pour les alternatives que je propose. Parce qu'il faut d'abord maîtriser les naissances. Maîtriser les naissances, ce n'est pas dans le sens de la planification familiale. Les documents de naissance. Alors, si les enfants, tous les enfants qui naissent ont des documents de naissance, nous pouvons maîtriser les naissances et suivre l'évolution des enfants. Un ménage qui a un enfant, vous savez qu'il y a un enfant dans le ménage. Tant qu'il n'y a pas un acte de décès, on doit lui poser la question à 6 ans ou 7 ans, l'enfant va à l'école ou pas, et on suit. Parce que je connais des pays où il y a la police de l'éducation qui suit les ménages. Si un enfant ne va pas à l'école, on doit aller poser la question aux parents pourquoi l'enfant ne va pas à l'école. Ça, c'est un premier aspect pour que les enfants échappent à ces sites ou en tout cas à d'autres formes de travail. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on arrête aussi de dire qu'il y a gratuité de l'éducation alors qu'en bas, l'éducation n'y est pas. Donc, il y a ces aspects. Dès qu'on a la police de l'éducation, il faut que les parents se sentent en sécurité pour ne pas dépenser de l'argent par la suite pour arriver ne serait-ce que dans le poste primaire. Parce qu'un enfant qui arrive au poste primaire peut réfléchir et puis se débrouiller, sinon il peut en tout cas quitter l'école. Bon, l'autre chose aussi, c'est de voir si on peut, à la limite, renforcer les espaces amis pour enfants et de faire en sorte que ces espaces puissent être vraiment fonctionnels à travers les éducateurs des jeunes enfants et tout ça, avec l'appui en tout cas du ministère de l'Action sociale. Voilà un peu ce que moi je peux proposer. Oui, vous voulez dire quelque chose, M. Ouedraogo? Oui. Je suis content que ces propositions viennent de M. le maire, parce que, bon, pour nous, en tant qu'acteurs de développement sur le terrain, surtout pour nous, particulièrement au nord, on a associé les communes où on intervenait. Voilà. Et dans nos stratégies, on a même fait ce plaidoyer au niveau des communes pour qu'ils inscrivent la question de la protection des enfants dans leurs plans communaux de développement. Voilà. Donc, si M. le maire est déjà à ce niveau, je m'en réjouis. Mais je voulais préciser que le fond du problème, c'est ça. Au-delà de la maîtrise des naissances, c'est la capacité des familles à répondre aux besoins de leurs enfants. Voilà. L'indice de pauvreté au Burkina, tout le monde le sait, on ne pourra pas revenir là-dessus.
Mais quand tu prends les causes évoquées par les enfants, la pauvreté occupe une grande place. Exactement. Voilà. Et moi, je pense que c'est les communes aussi qui doivent être en première ligne dans la recherche des réponses au niveau communal pour un peu juguler ce problème. Et particulièrement pour le problème de l'éducation qui relève maintenant des communes, c'est comment effectivement ces communes-là peuvent prendre les dispositions pour que tous les enfants qui sont à l'école, d'abord que tous les enfants accèdent et y restent. Oui. Parce que tout le monde sait aussi que le taux d'achèvement au niveau du Burkina est très faible. Quand tu prends le nord, nous sommes autour de 69% d'achèvement au primaire. Okay. Et le taux de déperdition est très élevé. Le taux de transition entre les CM2 et les lycées est très faible. Donc tous ces facteurs-là font que beaucoup d'enfants sont reversés dans les secteurs non éducatifs et sont obligés de se débrouiller. Voilà. Donc dans les alternatives, je pense que ça c'est des dimensions à prendre en compte pour que il y ait réellement une vraie politique de développement au niveau des communes. D'accord. Quelques alternatives venant du ministère, par exemple, de la direction de lutte contre le travail des enfants, M. Koulibaly. Qu'est-ce que vous pouvez proposer ou qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire? Oui, effectivement, il faut dire que, comme je le disais, c'est le ministère en charge du travail qui est, en termes de attribution au niveau national, chargé de coordonner la lutte contre le travail des enfants. Donc à ce niveau, nous avons mis en œuvre un plan d'action national de lutte contre le travail des enfants qui regroupait ensemble l'action de tous les acteurs sur le terrain. Voilà, essayer de fédérer, essayer de mettre la synergie d'action en marche. Et ce plan d'action est arrivé à terme en 2015. Il y a une stratégie nationale contre les PIFOM et le travail des enfants qui a été adoptée cette année. Et nous sommes en train de travailler pour vulgariser cette stratégie-là, et dans laquelle tous les acteurs sont partie prenante, les maires aussi sont partie prenante de cette stratégie. Et donc, toutes les actions doivent être fédérées. Et la synergie d'action pour que le peu de moyens que les gens ont, que on ne soit pas en train d'agir chacun de son côté, ça n'est pas trop efficace. Et alors que si on arrive à fusionner avec un peu de moyens, on pourrait aider beaucoup plus d'enfants. Donc vraiment, nous sommes dans cette stratégie et vraiment dans cette action, et nous invitons tous les acteurs ici présents. Je pense que chaque structure est un peu membre de cette stratégie-là, qui connaissent l'existence, mais ceux qui ne connaissent pas, on va bientôt encore et beaucoup diffuser cette stratégie-là, et tout le monde travaillera à l'intérieur de cette stratégie-là. Et les maires ont effectivement un grand rôle à jouer. C'est les premiers acteurs, c'est eux qui sont à la base, et c'est eux qui sont en contact premier avec les enfants. Voilà. Je disais que les inspecteurs de travail vont sur les sites d'orpaillage pour voir l'application des tests en matière de travail. Mais ces inspecteurs de travail sont actuellement au niveau régional, ils ne sont même pas au niveau départemental d'abord. Et le ministère travaille à ce que ce soit encore plus déconcentré. Mais pour le moment, nous pouvons nous appuyer sur les maires, sur les actions des maires, pour essayer de remonter l'information. Comme nous ne pouvons pas être partout, si l'information remonte qu'il y a des sites où il y a vraiment des employeurs qui utilisent la main-d'œuvre des enfants, les inspecteurs peuvent aller sur ces sites-là pour essayer de voir ce qui peut être fait. Voilà, parce que le Code du travail a des dispositions, comme le Code minier aussi, a des dispositions qui interdisent, et ces acteurs-là peuvent être amenés à payer, en tout cas des amendes. Il y a même des dispositions qui permettent d'aller jusqu'à la prison. Voilà. Okay. Donc, ce que vous demandez, c'est qu'on vous donne plus de moyens pour aller sur le terrain. Voilà. Ça, c'est important pour bien connaître. Monsieur Gansonré, comment vous voyez les différentes alternatives au niveau de votre ministère? Comment vous arrivez à aider Ok, merci. Avant de parler des alternatives, je vais d'abord suggérer aux maires qu'il serait intéressant que chaque commune ouvre un service social. Okay. Parce que dans ces propos, j'ai cru entendre qu'il n'y a pas de techniciens, de professionnels. Si la commune a un service social, ça c'est déjà un pas de gagner, puisque c'est le service social qui a en charge la protection de l'enfant. Alors après avoir ouvert ces services-là, il faut qu'ils soient fonctionnels. Alors maintenant, les élus locaux également peuvent être formés sur la budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Ou ils pourront en ce moment, lors de leur session, dans l'élaboration du plan communal de développement, il faut prévoir des lignes
qui prennent en compte la protection de l'enfant. Ça va faciliter les choses. Que l'enfant, qu'il soit venu de je ne sais de quelle commune, s'il se retrouve dans une commune X, il a droit à la protection. Bien sûr. Sans autre forme de discrimination. Alors, à cela, il faut se dire aussi que la synergie d'action, nous sommes en train d'aller dans ce sens parce que nous sommes allés dans toutes les 45 provinces du Burkina où vous passez, vous allez trouver un réseau de protection de l'enfant. De votre service. Le réseau de protection de l'enfant, c'est l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfant d'une province donnée se retrouvent et se concertent pour aller en synergie dans toutes les actions allant dans le sens de la protection de l'enfant. Voilà, et ça existe. Et au niveau de certaines communes, on a également des réseaux communaux de protection de l'enfant. Parce qu'on a compris que le ministère en charge de l'action sociale a la question de la protection de l'enfant comme priorité, mais nous ne pouvons pas seuls aller dans ce sens-là. Et voilà pourquoi nous sommes en train de demander aux autres acteurs, et voilà pourquoi nous mettons en place les réseaux de protection de l'enfant qui regroupent l'ensemble, dans une province donnée, l'ensemble des acteurs se retrouvent pour échanger autour des questions de l'enfant. Et au niveau national également, il y a ce qu'on appelle le groupe de travail pour la protection de l'enfant, où l'ensemble des acteurs se concertent et pour mener des actions dans ce sens-là. Ça, c'est vraiment ce que je pouvais dire dans le sens de la synergie. Sinon, ce qui est fait comme alternative, je pense que M. Ouédraogo l'a déjà relevé, parce que dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux enfants, le travail des enfants sur les sites d'orpaillage étant une violence, nous avons également en charge la stratégie nationale de retrait de ces enfants-là et de leur prise en charge. Et ce qu'ils font n'est pas en dehors de la stratégie nationale. Et la première des choses, c'est d'abord l'inscription des enfants à l'école. Parce que l'enfant l'a dit, il a abandonné parce que les parents ne pouvaient pas payer. Alors, et dans ce sens, nous essayons de voir un enfant que nous identifions sur un site d'orpaillage. Est-ce qu'il peut encore repartir à l'école? Si oui, nous l'accompagnons dans la scolarisation. Et sans oublier que la famille qui n'a pas pu inscrire l'enfant à l'école a besoin également d'être accompagnée. Et oui. Parce que si vous inscrivez à l'enfant qui va à l'école, vous avez une bouche qui peut aider, des mains qui peuvent aider la famille. Voilà, qui peut aider la famille. Donc, il faut accompagner également la famille. Et c'est dans ce sens-là que nous octroyons souvent des activités génératrices de revenus aux tuteurs, aux familles des enfants, aux parents des enfants, pour pouvoir les accompagner. Quand l'enfant va quitter l'école, il va revenir le soir pour que la famille puisse quand même lui donner un repas. Alors, donc, à cela, même ceux-là qui apprennent le métier, nous les plaçons, comme l'enfant l'a dit, les enfants sont placés dans les ANPE pour leur formation et en collaboration avec nos partenaires également, nous accompagnons ces enfants-là pour une formation. Également, quand vous accompagnez l'enfant pour sa formation, il ne faut pas oublier que c'est parce que ça ne va pas en famille que l'enfant se retrouve. Il faut également penser à accompagner la famille. Donc, c'est pratiquement, c'est la stratégie, c'est au niveau national, c'est les mêmes actions que nous menons. Et maintenant, il faut qu'il y ait assez vraiment de concertation pour pouvoir aller dans le sens, sinon on va se disperser les forces et on ne pourra pas aller dans ce sens. Sinon que en termes de points, on peut dire également que depuis 2009, nous avons mis en œuvre un projet en partenariat avec certains nombre d'acteurs au niveau communautaire qui a permis jusqu'à ce jour-là, en 2017, de sortir 27 644 enfants des sites d'orpaillage. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est énorme. Voilà. Et à l'issue de la mise en œuvre de ces actions-là, il y a eu une évaluation et le rapport de l'évaluation est disponible. Et à l'issue de l'évaluation, un programme national de lutte contre le travail des enfants sur les sites d'orpaillage a été également élaboré, qui est en train d'être mis en œuvre en ce moment. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Gansonré. Madame Koulibaly, dites-nous, quels sont les différents types de formations que vous pouvez proposer aux jeunes? On a vu la mécanique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme formation? Ok, je rectifie, c'est Madame Kaboré. Oui, Kaboré. Oula, pardon, autant pour moi. Ok. Bon, en plus de la mécanique, il y a la couture, la coupe-couture. Oui, pour les jeunes filles, pour les jeunes même filles, les garçons? Oui, même les garçons qui sont intéressés. Il y a l'électricité, bâtiment. D'accord. Et bon, il y a la menuiserie métallique ou bien menuiserie bois. En tout cas, il y a une panoplie de formations qu'on offre aux jeunes, que ce soit dans les centres de formation ANPE
ou que ce soit au centre de formation de référence de Zignaré ou bien au centre de Bobo. On a un centre qu'on a ouvert à Bobo et pour beaucoup plus de technologie. Voilà, il y a l'ingénierat là-bas qu'on fait. D'accord. Voilà, donc si les jeunes sont intéressés, centre de formation et en industrie à Bobo. D'accord. Voilà. Je vais revenir vers le maire parce que tout est centré au niveau de la mairie. Toutes ces structures-là ont besoin de vous pour justement amener ces jeunes à aller vers ce qu'on leur propose. Est-ce que chez vous, de tout ce qu'on a eu à entendre, l'ANPE, déjà, est-ce qu'on trouve un ANPE à Houndé? Je dirais rapidement non. Il n'y a pas l'ANPE à Houndé parce que l'ANPE est à Bobo. Nous, comme on dépend de la région des Hauts-Bassins, il y a la direction provinciale de la jeunesse qui est là, mais qui est naturellement très démunie, n'a même pas de bureau. Nous leur avons prêté un ancien bureau, mais une direction provinciale doit se respecter dans ce sens. Mais je voudrais revenir sur ce que M. Gansouré a dit. Sur instruction du gouvernement, toutes les communes doivent avoir un service social. Je n'aime pas parler du cas de Houndé parce que Houndé est un cas particulier. Le niveau d'évolution de la collectivité de Houndé, ce n'est pas la même chose que les autres. Nous, on n'aime pas se comparer aux autres. En dehors de Bobo et Ouaga, on ne veut pas trop se comparer aux autres communes parce qu'on pourrait biaiser la comparaison. Naturellement que chez moi, le service social existe et a peut-être plus de 10 ans. Il y a au moins 4 travailleurs sociaux qui sont là. Et mon directeur de cabinet, c'est un travailleur social. Et du coup, il y a un travail qui est là, qui se fait. Mais pour ce qui est de tout ce dont on peut avoir besoin, les ateliers, des centres de formation, la collectivité, ça se repose sur la collectivité. Mais encore faut-il que la collaboration amène à ce qu'il y ait tous ces genres de situations. J'insiste sur la collaboration. L'autre aspect sur lequel je dois insister, c'est le fait que quand on tend vers la formation professionnelle, on a tendance à croire que c'est les gens qui ne sont rien dans la vie qui vont vers la formation professionnelle. C'est vrai. Il y a eu longtemps une connotation qui était très mauvaise, qui faisait que quand on ramasse un enfant dans la rue, on l'envoie dans un centre de formation, couture, coiffure, quoi. Si nous ne valorisons pas ça, parce que autant que nous sommes assis ici, avant de venir ici, chacun a bien regardé son boubou, si c'est bien cousu, mais c'est quelqu'un qui a cousu. Exactement. Et on passe chacun chez un coiffeur pour voir. C'est du travail et c'est comme ça. Donc il faut qu'à un moment donné, on valorise ça pour attirer les gens. C'est un travail technique, c'est un travail professionnel. Et les collectivités sont dans cette dynamique. Je viens de sortir d'une rencontre la semaine dernière avec le MENA, qui est en train de réveiller les centres de formation professionnelle et technique. Moi-même, j'ai bénéficié l'année dernière d'un collège d'enseignement technique qui est fonctionnel. Sauf qu'ils ont commencé par la filière maçonnerie et puis, on ne s'est pas bien entendu. Mais on avance quand même. Je pense que ça pourra récupérer certains enfants qu'on va sortir soit de la rue, soit des sites d'orpaillage et ainsi de suite. Et c'est valable pour toutes les collectivités. Les collectivités ont beaucoup en charge l'éducation et tout ce qui va avec la récupération des enfants. Si vraiment les ressources sont transférées, ressources humaines et ressources financières. Voilà, il ne faut pas seulement nous transférer les problèmes. Exactement. Voilà. Donc, vous avez bien entendu. Monsieur Traoré, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Peut-être un mot ou des idées Oui, je voudrais quand même revenir sur effectivement le cas des enfants scolarisés. Oui. Parce que l'une des caractéristiques également de l'exploitation minière artisanale, c'est le fait que les sites sont assez éphémères. Un site apparaît, 6 mois après, vous arrivez à plus personne. Comprenez que c'est assez difficile de vouloir suivre donc, ces sites-là avec l'érection d'écoles partout. Donc, ce que nous avons actuellement en projet, effectivement, c'est qu'il est prévu que nous puissions créer donc, ce que nous appelons donc, des centres de traitement mutualisés, qui vont être en fait des centres où tout le minerai qui va être extrait donc, dans un rayon donné va être acheminé donc, au niveau de ce centre-là, et ce centre va servir un peu comme un poumon économique. Donc, on va sédentariser donc, les familles au niveau donc, de ce centre, et donc, du coup, c'est-à-dire les enfants et les familles, les dames vont rester sur place, quitte à ce que effectivement les hommes puissent aller donc de site à site pour pouvoir sortir le minerai et venir donc au niveau de ce site-là pour le traitement.
Du coup, on peut effectivement ériger au niveau donc, de ces centres de traitement mutualisés un certain nombre d'infrastructures au profit donc, des enfants qui vont rester sur place. D'accord. Voilà. Il nous reste plus beaucoup de temps. Par contre, c'est même pas qu'il nous reste plus beaucoup de temps. On a fini le temps qui nous était imparti. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que il faut que vous essayiez de travailler tous ensemble en synergie, que chacun ne reste pas dans son coin en imaginant les idées, les perspectives, en oubliant qu'il faut travailler avec la mairie puisque c'est eux qui côtoient, les ONG, les ministères, tous. Donc, je vous remercie d'avoir été tous avec nous ce soir. Je remercie aussi les chers téléspectateurs qui ont été devant leur télévision. N'hésitez pas à réagir, bien sûr, sur la page Facebook de la télé. On va envoyer les questionnaires. Juste, oui, un petit mot, rapidement. Ok. Merci, madame. Je crois que l'objectif de l'émission, c'était effectivement créer ce cadre d'échange qui est déjà représentatif des acteurs qui interviennent dans ce domaine et du coup est très content d'avoir contribué à réaliser cette émission. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous.